Les truands s'installèrent dans la tour, dans un F2 au deuxième étage. Ils y posèrent la valise et le seul. Ils étaient partis sans rien, sauf le recueil des contemplations de Victor Hugo, que Victor avait réussi à sauver des autodafés. Ils hébergèrent une tante, un cousin, un ami. Ils se retrouvèrent finalement à 11 pendant un certain temps. Ils découvrirent que tous les voisins de l'immeuble étaient bridés comme eux. Tous traînaient derrière eux le spectre de la guerre. Il y avait là des médecins, des juges, des sommités du monde politique et intellectuel qui jadis régnaient à Saigon. La plupart avaient laissé une partie de leur famille, parents, sœurs, frères, voire un enfant, des morts. Il en avait eu tant. Mieux valait ne pas en parler, la culpabilité était trop grande d'être toujours vivant. Il fallait vivre. Ces années furent pleines d'une vitalité féroce. Dans les couloirs des tours jadis vides, ça vibrait, ça caquetait en vietnamien, en chinois, en laotien, ça mangeait, ça fumait, ça chantait. Le matin, Alice Truand et ses copines sortaient sur la dalle faire des exercices de Qigong. Elles étaient alors jeunes, gracieuses, très minces. Elles ressemblaient à des chamans invoquant les esprits. Une partie des sous-sols était occupée par les entrepôts de stockage des multiples commerces alimentaires du quartier. Des centaines de manutentionnaires s'y affairaient. Le soir, les manutentionnaires regagnaient la surface. Une autre rumeur, encore, gagnait les sous-sols, celle des habitants du dessous. Alice les avait déjà aperçus en descendant à la cave. Elle avait cru à des fantômes. Une cité entière peuplée de fantômes. Son sang s'était figé. Car même si elle croyait aux fantômes, ceux qui colonisent l'esprit, parlent aux vivants, dans ces peuples et les forêts du Vietnam, elle n'en avait jamais vu autant que dans le parking des Olympiades. Cette ville souterraine s'était organisée. Certains box, les parkings étaient entièrement meublés, des matelas au sol, une petite table ici et là. Les familles vivaient dans les vapeurs de diesel, sans air frais ni lumière, mais avec une température à peu près constante, ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver. Le peuple du sous-sol restait silencieux de peur d'être dénoncé et chassé. Il fallait tendre l'oreille pour en saisir les murmures polyglottes. Dans le box 47, le maître des histoires était le seul qui ne murmurait pas. Il écoutait les peines, les joies, les souvenirs, et puis il racontait. Il s'installait sur un tabouret et tout le peuple du dessous s'agglutinait autour de lui. À ce peuple qui n'avait plus rien, ni argent, ni identité, ni papier, il restait au moins ça. Les histoires. Tous aimaient l'écouter. Pour les éclairer, le maître des histoires utilisait son smartphone et la lueur bleutée de l'écran se reflétant sur ses dents lui donnait l'apparence d'un spectre.
Alice l'avait aperçu, entouré de son public. De son visage mangé par l'obscurité, seul apparaissait son sourire phosphorescent. Sa voix, ténébreuse et profonde, résonnait, bruissant de mots soyeux qu'elle ne comprenait pas. Terrorisée, elle était remontée chez elle en courant. Elle avait toujours su que les fantômes existaient. Elle ignorait juste qu'ils vivaient là, si proche d'elle. Il n'y a pas de semblance. Pendant longtemps, Victor Truong a emprunté les escaliers parce qu'il détestait prendre l'ascenseur. Pourtant, les escaliers de la tour au sol en béton peint, à l'odeur parfois suspecte, ne sont pas très accueillants. Ils sont cachés derrière deux portes coupe-feu. Dans les immeubles haussmanniens bourgeois, quand on ouvre la porte cochère, c'est au contraire l'escalier qu'on voit en premier. En chêne, il sent bon, la cire d'abeille recouverte dans les étages d'op d'un tapis moelleux s'élimant à mesure que l'escalier grimpe vers les hauteurs. Dans les immeubles modernes, les escaliers sont des non-lieux. L'escalier de la tour est toujours vide. On l'utilise par défaut, on ne s'y croise jamais. Victor Truong a vieilli, il a mal aux genoux. Le voilà contraint d'abandonner les escaliers au profit de l'ascenseur. Enfermé dans la cabine, il ne sait pas où mettre son corps. Il a peur de gêner. Il ne sait quoi dire à ses voisins. Il voudrait devenir invisible. Mais c'est pire quand il est seul. Il a l'impression d'être dans un cercueil vertical. Ça serait terrible d'être piégé dans la machine en panne, puis de mourir là, entre deux étages. Il y a ce bouton rouge sur lequel appuyer en cas d'arrêt avec un haut-parleur. Mais il craint de ne pas se faire comprendre par l'équipe de dépanneurs s'il était coincé. Peut-être serait-il enfermé jusqu'à ce que l'air manque. Il se résoudrait à appuyer sur le bouton rouge mais resterait muet devant le haut-parleur, ne sachant pas quelle langue articuler, et il mourrait de n'avoir su parler français. Ouais, alors dans le roman, il y a beaucoup de scènes d'ascenseur, et parce qu'en fait, vous avez remarqué que dans les tours modernes, il n'y a plus d'escaliers, les escaliers sont cachés derrière des portes de service. Et on doit aller chercher de partout. Souvent d'ailleurs, il n'y a rien marqué sur la porte de service et donc il n'y a plus que des ascenseurs. Alors qu'auparavant, l'escalier était l'endroit où on se retrouvait. C'était une espèce d'agora. Et donc aujourd'hui, on est obligé de se croiser dans des ascenseurs. Et en général, les gens sont plongés dans leur smartphone, dans les ascenseurs. C'est pour ça que j'ai plein de scènes d'ascenseurs dans le roman.